Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue avec ce lundi, pas comme les autres. Bonjour Félix, pas du tout. Pas comme les autres. J'allais dire non, Félix Mathieu. Il arrive dans quelques instants. Philippe David, comment ça va ? Ça va très bien, Cécile, dans un nouvel environnement. Ah bah oui, écoutez, là je peux vous assurer que c'est magnifique. Ce studio, nouveau studio, nouvelle adresse pour Sud Radio, avec les mêmes équipes. On vous rassure, on n'a rien changé. Sinon, sur le fond. Tout va bien. En tout cas, aujourd'hui, on sera ensemble jusqu'à 19h comme tous les jours, avec beaucoup d'actualités aujourd'hui au sommaire de cette émission. Certains donc ont qualifié la situation en Israël de 11 septembre israélien. L'État hébreu se sait perpétuellement en danger, mais nul ne s'attendait à une opération d'une telle envergure de la part du Hamas. Au 3e jour des affrontements, un dernier bilan fait état de plus de 700 Israéliens tués et 560 côté palestinien. L'armée israélienne indique avoir frappé en retour plus de 500 cibles terroristes la nuit dernière. Philippe. Et vous, pensez-vous que l'embrasement du Proche-Orient peut affecter par ricochet les Juifs de France et les Français juifs ? Pensez-vous qu'il y a déjà une vingtaine de faits antisémites qui ont été recensés ce week-end ? Ce phénomène va s'accélérer ou au contraire qu'il va ralentir ? Vous voulez témoigner ? On vous attend au 0826 300 300. Et puis, ce sera le coup de projecteur, puisque c'est une des conséquences. Les cours du pétrole ont augmenté de plus de 3% ce matin. Cette guerre israélo-palestinienne s'ajoute à celle de l'Ukraine et de la Russie. Les cours ont même brièvement augmenté jusqu'à 5% tout à l'heure. Après l'ouverture des marchés, le Brent atteint $89 dans la matinée. Et 50 ans, jour pour jour, après le début de la guerre du Kippour, est-ce que vous sentez pointer un nouveau choc pétrolier qui avait fait fortement monter le prix à la pompe ? Téhéran a démenti les accusations dans son rôle, mais Téhéran, faut-il le rappeler, a le pouvoir de bloquer le détroit d'Ormuz par où passe une grande partie du pétrole mondial. Est-ce que vous avez peur de voir une nouvelle augmentation du prix à la pompe qui est déjà très élevé ? On attend vos témoignages au 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et on accueille Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile, j'espère que le confort de ce studio va pas altérer la vigueur de nos débats. Elle était bien placée. Il envisage de faire des siestes pendant les émissions, c'est ça ? C'est vrai qu'il est beau et confortable ce studio. Oh, il est douillet. Il est beau comme vous Philippe. Écoutez, c'est gentil. C'est le petit compliment du lundi. Un petit aveuglement de votre part. Pas du tout. Un peu plus récent aussi. Pas du tout, mais un peu lèche-botte, c'est tout, mais rien de pire. C'est adorable. D'être léché-botte par vous, c'est un bonheur. Pierre-Yves Martin qui ricane dans son coin, consultant. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir. Bienvenue en tout cas. Ça va, Merci tout va beaucoup. bien ? Super. Vous êtes content d'inaugurer ? C'est vous qui inaugurez. Je suis très ému. J'ai eu quelques difficultés à trouver, mais je suis arrivé. Il a fallu que je me mette derrière la baie vitrée et que je lui fasse des grands gestes. En plus, c'est vrai. Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policier, enfant de la République, publié chez Fayard, est avec nous. Bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à toutes et à tous. C'est pareil, c'est toute nouveauté. Franchement, est-ce que vous avez pris des nouveaux crayons, un nouveau cartable pour venir dans cette nouvelle maison ? Non, mais c'est vrai, on aurait dû faire ça, ouais. Par contre, le bon signe, c'est que la police a trouvé directement l'adresse, ce qui n'était pas le cas du consultant. Il est utile de connaître la topographie quand même des lieux. Oui, ça y est, on reconnaît bien le policier, la topographie des lieux. Vous avez fait un tour, vous avez tout checké, Abdoulaye ? Exactement. Allez, tout va bien. Et chaque jour, vous nous laissez des messages sur notre répondeur et on vous en remercie au 0826 300 300. Écoutez. Bonjour, Guy de Toulon. Bruno Le Maire, un monsieur qui gère le pays, il n'a jamais rien géré d'autre. Le pays est en faillite totale. S'il était gérant d'entreprise, comment ferait-il ? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait rajouter 30%, 40% sur les factures afin de faire tourner son entreprise ? Je pense pas. Donc ce monsieur se permet de diriger la France alors qu'il n'a aucune compétence, si ce n'est des compétences qu'il a appris à l'école. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Eh ben dis donc, je trouve que sévère. Guy est sévère tout de même parce que, ou alors il faut considérer que même les meilleurs de nos ministres ne valent pas un clou. Je ne crois pas qu'on puisse être aussi dire il ne gouverne pas la France. Celui qui la gouverne, c'est Emmanuel Macron. Il suit le mouvement. Pierre-Yves Martin, vous qui connaissez bien l'économie, il y a 50 ans, on discutait le budget 74, qui allait être le dernier budget en équilibre. Exactement. Ça fait donc
manque un demi-siècle. Est-ce que quelque part, malheureusement, mais Bruno Le Maire, il essuie pas les plates de 49 ans de déficit budgétaire? Tout à fait, et ce cher Guy de Toulouse a certainement aussi un petit peu raison, dans le sens où ça ne semble déranger personne au sein de l'État, au sein du gouvernement, de générer des déficits, d'alimenter une dette sans qu'il y ait aucune règle précise. Alors que dans le monde de l'entreprise, ou dans le monde personnel des particuliers, vous ne pouvez pas vivre à crédit indéfiniment. Et sur ce sujet-là, il a raison. Abdoulaye Kanté. Je pense que depuis des années, on vit uniquement sur une dette et la dette ne fait que de s'accroître. Et c'est vrai que pour le quotidien des Français, c'est vraiment un gros questionnement. Donc je pense que Guy de Toulon, c'est ça ? De Toulon. Oui, il montre son exaspération sur, on va dire, la bonne gouvernance économique du pays. Et c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. En tout cas, bon, on vous remercie de nous laisser des messages et vous nous appelez aussi en direct au 0826 300 300. Et c'est Mickaël qui nous appelle d'Arpajon dans l'Essonne. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Bonsoir messieurs. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Voilà. À la hauteur du nouveau studio. Et quand vous allez raccrocher, il faudra que vous nous disiez au revoir. Voilà. Mickaël, vous vouliez réagir sur l'actu? Oui, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'écologie. Et par moments, j'ai un peu l'impression que l'écologie, c'est beaucoup du marketing. On nous dit, on nous parle qu'il faut baisser le chauffage, faut passer au tout électrique. Et on est assailli du matin au soir de pubs, de tout autre qui nous incite à la consommation. Et je trouve que c'est vraiment gavant. Ouais. Et pourtant, il faut aller vers cette société-là, et ça, vous en êtes conscient quand même. Ah oui, bien sûr. Après, si vous voulez, j'ai souvent l'impression que c'est utilisé par les entreprises ou par les grands groupes pour vendre le produit. Mickaël, bougez pas parce que j'ai vu Philippe Bilger quand j'ai posé la question dodiner de la tête. Mais ma chère Cécile, Il a dodiné. À aucun moment je n'ai douté de votre progressisme. On va vers cette société, mais moi je suis plutôt du côté Mickaël. Mais vraie question de Mickaël. Est-ce que la transition écologique est compatible avec la société de consommation? Vous avez 4 heures, Abdoulaye Kanté. C'est juste que simplement, oui, la société elle évolue, mais pour autant il ne faut pas qu'elle soit punitive. Pour autant, il ne faut pas qu'elle soit restrictive, restreignante pour certains qui ont du mal à accéder à cette écologie. Je prends l'exemple des quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, quand on nous parle, oui, il faut utiliser le vélo, oui, il faut utiliser certaines choses pour essayer de moins polluer notre planète. D'accord, mais mettez-les. Il faut les mettre en place, ces infrastructures, pour que ces personnes qui vivent dans les quartiers populaires puissent accéder à cette écologie. Mais je suis désolé, il ne faut pas qu'elle soit punitive. Pierre et Martin, un mot. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut savoir aussi discerner les vraies mesures des mesurettes, entre une gestion de l'eau intelligente et brocarder des petits papiers sur le tri des papiers dans les entreprises. Il y a peut-être une différence à opérer. Absolument. En tout cas, je vous rappelle quand même que Bruno Le Maire était l'invité ce matin de Sud Radio. C'est certainement excellent l'intérêt de ce message sur notre répondeur au micro de notre ami Jean-Jacques Bourdin. Voilà, qu'est-ce que vous le dites bien. Vous restez avec nous dans quelques instants. La suite, je le dis bien aussi. Ce sera, c'est pas mal aussi. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu et le réquisitoire du procureur, mon cher Philippe. La présomption d'innocence de Nicolas Sarkozy commence à être usée. On en parle dans un instant. Bien sûr, vous êtes les bienvenus jusqu'à 19h, le 0826 300 300. On vous souhaite un bon début de soirée. Est-ce que à 17h? Oui, ça peut être fin d'après-midi. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ravis de vous retrouver. On a un petit problème de micro. On est ravis de vous retrouver dans ce nouveau studio magnifique, en tout cas, vous pouvez voir sur nos réseaux sociaux. En tout cas, vous pouvez nous laisser des messages et féliciter toutes les équipes de Sud Radio qui, depuis des semaines, s'attachent à nous offrir un studio magnifique et des bureaux extraordinaires. Dans un instant, les 3 mots de l'actu avec Félix Mathieu. Félix, on va parler de quoi? De l'armée israélienne qui ordonne un siège complet de la bande de Gaza. La guerre a fait plus de 1100 morts.
On va parler aussi de ces explosions en Corse et puis de ce séisme en Afghanistan, séisme particulièrement meurtrier. En 3 mots, siège, explosion et séisme. Et nos vraies voix du jour sont Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Abdoulaye Kanté, policier, et Pierre-Yves Martin, consultant. Et tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. C'est la présomption d'innocence de Nicolas Sarkozy qui attire votre réquisitoire, monsieur le procureur. Oui, j'ai terminé hier soir le livre de Nicolas Sarkozy et bien sûr, j'ai été intéressé lors de la fin de semaine par le fait qu'il a été mis en examen dans l'affaire libyenne. Et ça m'a amusé parce qu'il continue probablement à rester dans le même chemin judiciaire. Il a eu plusieurs attitudes. À une certaine époque, on s'en prenait aux magistrats qui étaient partiaux et discutables, du syndicat de la magistrature, bien sûr, et donc prévenus contre lui. Ensuite, il y a eu, et c'est l'affaire libyenne, l'invocation de la présomption d'innocence, et à l'égard de toutes les procédures qu'il a eues et dont certaines se sont terminées par des non-lieux, j'ai considéré que la présomption d'innocence, à force, est usée, pour ne pas dire complètement rapiécée. Et troisième élément, mais ça je lui suggère respectueusement, éventuellement, de la tenter, c'est d'être sincère. C'est une bonne méthode, mais jusqu'à maintenant, il ne l'a pas utilisée. Donc, vous voyez, ma chère Cécile, là, je continue sur mon penchant ancien. Nicolas Sarkozy est un homme formidable, sauf dans le domaine judiciaire et quelques autres. Alors, je suis très content que vous abordiez ce sujet, Philippe, parce que à la fin, vous évoquez sa sincérité. Je l'attends. Et je me posais la question, est-ce que, puisqu'il y a une justice qui est en cours de traitement, de réalisation, est-ce qu'on peut s'autoriser à juger de la sincérité des uns et des autres, ou pas? C'est la première question. Deuxième sujet, c'est que moi, je me dis, tout ça pour ça, je me dis, voilà, il a été président de la République, c'est formidable, on n'aime pas, c'est pas le sujet, mais en fait, maintenant, il paye super cher 5 années de pouvoir, et je trouve que ça doit être pour lui, je cherche pas à lui trouver des circonstances, mais ça doit être usant. Et c'est aussi, à mon avis, très coûteux. Mais ça, c'est un autre sujet. Abdoulaye Kanté. Ce qui est, je pense, usant, oui, effectivement, pour l'homme, parce qu'il est en train de, on va dire, recourir à tous les voies de recours qu'il peut, tout ce qui peut être possible pour essayer de clamer son innocence. Mais ça montre encore une fois la lenteur de notre justice et tout. Et évidemment, un homme qui se bat pour prouver son innocence. Et comme vous l'avez dit si bien, Philippe, savoir un petit peu, est-ce que dans cette sincérité, il faut la prouver? Et c'est vrai que la justice va mettre du temps à prouver cette sincérité pour savoir s'il est coupable ou pas. On a envie de croire que Nicolas Sarkozy est sincère ou pas, ça aussi c'est autre chose. C'est ça, en vrai, ça va prendre encore des années et je pense qu'on n'a pas terminé encore avec cela. Allez, vous restez avec nous dans 10 minutes, le grand débat du jour suite aux attaques du Hamas contre Israël. Gérald Darmanin a reçu des principaux représentants des organisations juives en France pour gérer la situation au sol français. Avec cette question du jour, craignez-vous des répercussions en France? Pour l'instant, vous nous dites oui à 84%. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 0826 300 300 pour ce débat. Tout de suite, c'est Félix Mathieu avec les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots qui sont siège, explosion et séisme. L'armée israélienne ordonne un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas au 3e jour de l'offensive surprise. La guerre a fait plus de 1100 morts au total, dont 2 Français. 22 explosions la nuit dernière en Corse. Elles ont notamment visé des résidences secondaires. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête. Et puis en Afghanistan, les fouilles pour retrouver des survivants se poursuivent. Un puissant séisme a tué plus de 2000 personnes ce week-end. Les vraies voix Sud Radio. 3e jour d'une attaque sans précédent par terre, par mer et par les airs. Attaque du Hamas sur des localités du sud d'Israël. L'armée israélienne ordonne un siège complet de la bande de Gaza. Elle annonce avoir repris le contrôle des localités du sud du pays prises pour cible. Mais il pourrait y avoir encore des terroristes infiltrés dans la zone, avertit le porte-parole de l'armée. 1100 morts au total, dont 2 Français. La colère de Meyer Habib, député apparenté LR des Français de l'étranger et notamment d'Israël. On a un niveau de barbarie jamais atteint. Des familles entières. Toutes les minutes, je reçois des photos
photos de familles égorgées, tuées. Le papa, la maman, leurs 3 enfants, la grand-mère, le grand-père, dans leur maison le matin au réveil. Des femmes ont été violées, des femmes ont été empalées, des femmes ont été massacrées et après trimballées sur des camions. Les images sont irregardables. Un malheureux ouvrier thaïlandais, on a tranché la tête en 4 bouts et on exhibe son corps. Quel rapport avec Free Palestine? Des pauvres Népalais qui étaient là pour travailler ont été massacrés. Et évidemment, moi j'ai une pensée pour le peuple palestinien. Ça n'a rien à voir. Ils sont victimes de ces sauvages. D'avoir égorgé, vous avez vu les enfants dans des cages, des gamins de 1 an, 1 an et demi, 2 ans dans des cages de poulailler en train de pleurer sans leur mère. Mais c'est des barbares, c'est pas la guerre ça. Également au micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin, le témoignage de Julie qui vit près de Sderot. Elle raconte un sentiment d'abandon. Il y a eu un ordre de l'État qui a été lancé pour qu'on soit armés parce que nous, à part des couteaux de cuisine, c'est tout ce qu'on a. Donc on ne fait pas le poids face à des terroristes armés jusqu'aux dents. Ils font tellement rapidement carnage, on n'a pas le temps de ramasser les morts. Là, mon mari, il a pris des tours de garde pour surveiller le village. On nous a prévenu qu'il y avait un contingent de soldats qui arrivait pour nous protéger. On a attendu. Et puis, au bout d'un moment, on a vu qu'il n'arrivait pas. On a téléphoné au service de sécurité de la région. On a dit, il est où le contingent de soldats? Et on nous a dit, on ne sait pas. Donc, pour l'instant, continuez à vous surveiller vous-même. Et des répercussions en France où la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme demande la dissolution du NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Le parti d'extrême gauche apporte son soutien, je cite, à la résistance palestinienne. Ce sont les mots utilisés par le communiqué. Inacceptable pour le président de la LICRA, Mario Stasi. On ne parle plus d'idiots utiles, on parle d'authentiques salopards, je le dis très clairement. Je pense à ceux pour lesquels nous demandons la dissolution, c'est-à-dire le NPA, le Parti des indigènes de la République. Face à la barbarie, ne pas condamner ces acteurs terroristes, ces massacres par dizaines et par centaines, ceux qui ne les condamnent pas, je le pense, sont d'authentiques salopards. Lorsqu'on s'engage politiquement, on doit avoir un langage clair, et le langage clair, c'est de condamner ce qui est intolérable. Ils ne l'ont pas fait, je ne le comprends pas, et vous voyez ma colère. Le président de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, Mario Stasi, ce matin sur Sud Radio chez Jean-Jacques Bourdin. Tout à l'heure, en tout cas, Gérald Darmanin a aussi annoncé avoir recensé une vingtaine d'actes antisémites en France depuis samedi. On l'écoutera dans quelques minutes dans le grand débat des vraies voix. Ce sera après 17h30. Philippe Bilger, le terme salopard. Je ne l'utiliserai pas. Ils ont une pensée totalement dévoyée et honteuse. Je suis partagé quand j'entends le NPA. Est-ce qu'il faut le traiter au tragique parce que c'est une horreur ce qui est dit, ou bien est-ce qu'il faudrait l'effacer de notre esprit en considérant qu'ils disent toujours n'importe quoi? C'est une question que je pose. Abdoulaye Kanté, on a dissous Civitas il y a quelques jours pour des propos antisémites. Est-ce qu'on doit faire la même chose pour le NPA? Moi, je vais être très factuel, en fait. Si vous voulez, je l'ai même mis sur mes réseaux. L'apologie du terrorisme est pénalement répréhensible par la loi. Tout simplement. Donc, ceux qui s'adonnent à ce genre de propos sur des faits qui sont qualifiés de faits de terrorisme, ça, il n'y a rien à dire. C'est 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € d'amende. Si c'est fait par voie d'Internet, par réseaux sociaux, 7 ans et 100 000 € d'amende. Il n'y a pas plus loin à chercher. Pierre-Yves Martin. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après? Vous êtes pour la dissolution ou pas? Non. Moi, je suis extrêmement gêné parce que oui, c'est dramatique, c'est très grave ce qui s'est passé, mais je trouve que si en France on commence à s'insulter, à générer du conflit sur une situation qui est à 3h30, ça m'inquiète en fait en termes de sérénité de l'unité. Allez, deuxième mot, 22 explosions la nuit dernière en Corse. Le parquet national antiterroriste ouvre une enquête, sur ces 22 explosions revendiquées par le Front de Libération Nationale Corse, le FLNC, explosions qui ont visé notamment des résidences secondaires de l'île cette nuit, mais aussi un ancien centre des impôts. La volonté affichée d'Emmanuel Macron la semaine dernière d'accorder une forme d'autonomie à l'île n'a visiblement donc pas calmé le jeu côté indépendantiste. Ayons l'audace de bâtir une autonomie à la Corse. Emmanuel Macron qui la semaine dernière annonçait notamment vouloir permettre aux Corses d'adapter localement certaines normes, mais aussi de faire entrer les spécificités de l'île dans la Constitution, réforme hypothétique, puisque pour modifier la Constitution, il faudrait obtenir la majorité qualifiée aux 2/3 du Congrès, c'est-à-dire du Sénat, plus de l'Assemblée nationale. Troisième mot, séisme. En Afghanistan, les fouilles pour retrouver des survivants se poursuivent. Des villageois, des volontaires continuent à déblayer les décombres après ce séisme qui a tué plus de 2000 personnes dans l'ouest de l'Afghanistan. Des camions remplis de nourriture, d'eau, de
couverture ont atteint les villages isolés à 30 km au nord-ouest d'Herat, les localités les plus sévèrement touchées par le séisme de magnitude 6,3. 8 répliques en plus de ça ont frappé la région dans le week-end. Malheureux, pardon Cécile, malheureux. Allez-y, vous avez commencé. Victime de ses gouvernants et de la nature. Merci beaucoup Félix Mathieu, vous restez avec nous. En 48 heures, une vingtaine d'actes antisémites ont été recensés en France suite à l'attaque massive du Hamas contre l'État Israël. La question du jour, craignez-vous des répercussions en France? On va en parler avec Claude Moniquet qui est avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Petite question, est-ce qu'un coup porté non seulement à Israël, mais aussi aux puissances occidentales aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Israël? Alors c'est clairement un défi pour Israël, c'est une évidence. C'est un défi aussi à la communauté internationale, puisque le Hamas est considéré comme une organisation terroriste par la majorité des pays démocratiques, par tous les pays démocratiques, en particulier par l'Union européenne. Donc oui, c'est un défi à la fois contre Israël, pour lequel c'était une lourde défaite, mais aussi pour nous. Restez avec nous, on en parle dans un instant. 0826 300 300, c'est votre émission. Parlons vrai sur Sud Radio jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ce lundi avec les vraies voix qu'on est ravis de retrouver, et vous au 0826 300 300, ça va Philippe David? Ça va très bien, et vous? Oui, on est bien là. On est bien, là, c'est grand luxe. Ouais, là il faudrait que quelqu'un nous masse les pieds ou les, je sais pas. Voilà, c'est faisable. Oui. Appelez-moi, j'ai des noms pour les gens qui massent les pieds. on va pas appeler trop. Non, mais justement, je voulais pas justement. Comment Philippe Bilger, vous avez dit, c'est ça? Allez, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Pierre-Yves Martin, consultant. Abdoulaye Kanté, policier, auteur du Policier enfant de la République, publié chez Fayard. Et tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les bombardements ont commencé, des roquettes. Il y avait eu une alerte, mais personne n'a fait attention. La musique était très forte, donc les gens ne se sont pas rendus compte. J'ai vu la première raquette, je l'ai pris dans la main et j'ai couru. Les assaillants étaient partout autour de moi. Ils allaient d'arme en arme, ils tiraient. Oh, ils sont morts, ils sont... On nous a envoyé une vidéo où j'ai pu reconnaître clairement ma fille, où elle est inconsciente dans une voiture des Palestiniens à proximité de la bande de Gaza. Chaque famille est touchée, 700 morts juifs civils en 24 heures. Aujourd'hui, on a retrouvé la voiture avec des balles, c'est une catastrophe. Et certains ont qualifié cette situation en Israël de 11 septembre israélien. L'État hébreu n'imaginait certainement pas à cette opération d'une telle envergure de la part du Hamas. Au 3e jour des affrontements, le bilan fait état de 700 Israéliens tués, un peu plus aujourd'hui, et 560 côté palestinien. L'armée israélienne indique avoir frappé en retour plus de 500 cibles terroristes la nuit dernière, Philippe. Et est-ce que vous croyez que la date n'est pas fortuite, puisque c'était le 50e anniversaire de la guerre du Kippour, le 6 octobre 1973? Pensez-vous que l'embrasement du Proche-Orient va embraser aussi la France? Vous avez peur, ou vous pensez que depuis 2015-2016, nous avons considérablement renforcé la garde? Rappelez-nous au 0826 300 300, Aude prendra votre appel. Et donc à cette question, craignez-vous des répercussions en France? Pour l'instant, vous dites oui à 83%, dont Paysan 47 qui dit qu'il y aura forcément des tensions. Pour en parler, Claude Moniquet est avec nous, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, ancien agent de la DGSE. Merci beaucoup d'être avec nous, Claude Moniquet. Juste avant de vous faire réagir, Philippe Bilger, ces tensions qui pourraient avoir une répercussion sur la France, par exemple. Mais il est évident, il n'est pas besoin d'être un spécialiste en géopolitique pour estimer qu'il y aura plus que des tensions, des conséquences dramatiques en France. De nouveau, le conflit israélo-palestinien va devenir très intense dans notre pays. Et il est clair, et je termine là-dessus, Cécile, que les atrocités commises par le Hamas étaient surtout destinées à empêcher les relations pacifiques qui commençaient à se faire entre certains pays arabes et Israël, et d'autre part, des sources de très haut niveau m'ont confirmé durant cette fin de semaine que les jeunes Palestiniens, certains jeunes Palestiniens, commençaient à être un peu lassés de ce conflit permanent. Ils préféraient une situation pas si mauvaise en Israël que continuer à se battre pour rien.
Ouais. Abdoulaye Kanté, vous qui êtes policier, vous avez peur que ça arrive en France? Non, je n'ai pas peur, mais bon, quand on voit, vous avez cité des dates, 11 septembre 2001, 13 novembre 2015, oui, on peut dire aussi effectivement que c'est un peu les mêmes scènes quand on voit que ces assassinats qu'il y a eu, notamment sur cette rave party où des jeunes enfants qui justement chantaient pour la paix, hein, ils se sont fait mitrailler, kidnapper, etc. Donc le constat, il est ce qu'il est, c'est que effectivement ce conflit israélo-palestinien, on sait que derrière ça a aussi des conséquences, ça peut être s'exporter dans d'autres pays, notamment notre pays n'est pas à l'abri aussi de ces conséquences-là, mais pour autant, après je pense que notre invité aussi en parlera, je pense que on est préparé, sachant que en France nous avons quand même une centaine de tentatives d'attentats qui sont déjouées au sein du territoire, donc effectivement il faut être prudent et vigilant. Pierre-Yves Martin. Moi, je pense au climat de l'opinion publique. Je me suis dit très égoïstement, est-ce qu'il nous fallait pas encore une chose dramatique qui nous arrive dessus, indirectement, directement, etc. Et donc du coup, moi, ce qui m'importe, c'est le lien humain qu'il y a entre les individus sur le territoire, et ça va certainement générer du stress, de l'inquiétude et peut-être des sentiments pas toujours très nobles. Voilà. Claude Moniquet, vous êtes avec nous, vous êtes président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité, ancien agent de la DGSE. On se souvient que Mohamed Merah avait commis l'ignoble attentat de l'école Ozar Hatorah de Toulouse pour venger les enfants palestiniens. Vous qui êtes expert en terrorisme, comment expliquez-vous que des personnes comme Mohamed Merah, qui était originaire du Maghreb, puissent prendre à son compte la situation au Proche-Orient, alors que la plupart d'entre eux n'ont jamais mis les pieds là-bas et ne connaissent même pas la situation là-bas? Alors effectivement, la plupart d'entre eux n'ont jamais mis les pieds au Moyen-Orient. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, ne pensent même pas à attaquer, ce qui serait de toute façon criminel, une cible israélienne, par exemple l'ambassade. On attaque la communauté juive française. C'est ce qu'avait fait Merah. Et effectivement, ça s'explique, je crois, par le fait que la question palestinienne a une très très forte charge émotionnelle dans la communauté musulmane en France, en tout cas dans une partie de la communauté. Il y a une solidarité que par ailleurs je ne mets pas en cause. Je comprends très bien que des musulmans français soient solidaires des Palestiniens, du peuple palestinien. Ce que je comprends moins bien, c'est qu'on puisse se déclarer solidaire d'une organisation comme le Hamas, qui, ça a été répété sur votre antenne il y a quelques minutes, qui vient de tuer des centaines de personnes, des enfants, des adolescents, qui a violé des femmes, qui a fait une guerre qui n'est pas une guerre, qui est une attaque terroriste longuement préparée contre des gens qui ne sont pas capables de se défendre, et pas contre l'armée israélienne. Ça, je comprends vraiment pas qu'on puisse les soutenir, mais malheureusement, il y a des gens qui s'y retrouvent. Il y a une espèce de fantasme de la Palestine, de fantasme même peut-être d'une intifada que certains pourraient importer en France et qui serait vu comme un moment de solidarité intense avec les Palestiniens. Vous craignez l'arrivée d'une intifada en France? Appelez-nous au 0826 300 300. Claude Moniquet, vous avez vécu vous aussi dans un kibbutz? Vous avez un témoignage peut-être pour qu'on comprenne en fait? J'ai vécu, c'est pour ça aussi que ce qui se passe pour le moment me touche fortement. J'ai vécu dans un kibbutz quand j'étais très jeune, malheureusement, j'avais 22 ans, donc c'est il y a plus de 40 ans, qui est le kibbutz Yad Mordechai, qui est à 8 km de la bande de Gaza. À l'époque, Gaza était un territoire occupé, mais on y allait, on s'y rendait, on faisait des courses au marché. Alors c'était pas très sûr, Gaza n'a jamais été l'endroit rêvé pour faire ses courses ou aller prendre un bain de soleil sur la plage, mais il y avait des relations entre les deux et il y avait des travailleurs palestiniens qui venaient travailler de Gaza vers notre kibbutz. Et effectivement, ce kibbutz aujourd'hui est ou a été dans la zone des combats. J'ai entendu dire, mais je n'ai pas la confirmation, que 2 jeunes du kibbutz sont morts ou ont disparu. Ça reste à établir. Mais effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un kibbutz proche d'une zone tendue comme l'est la zone de Gaza, c'est un endroit où on ne vit pas normalement, surtout depuis des années, surtout depuis qu'il y a presque toutes les nuits, ou en tout cas toutes les semaines, des tirs de roquettes. On a des enfants qui passent toute leur enfance, quasiment toutes les nuits de leur enfance, de leur petite enfance, dans des abris anti-aériens, dans des abris anti-bombardement. La vie dans un kibbutz frontière, comme on les appelle, c'est ça.
Je me souviens d'une déclaration d'un député LFI qui a dit « Je suis pro-israélien, pro-palestinien et pro-paix ». À votre avis, même si ça apparaît singulièrement plus sensé que les horreurs proférées par d'autres, est-ce qu'à votre avis, on peut tenir une discussion, une position aussi apparemment équilibrée, ou est-ce qu'on est, compte tenu de ce type de conflit, obligé de choisir clairement son camp? Alors, on a pu. Il fut un temps où on pouvait. Quand je vivais en Israël, j'étais membre d'un parti de gauche, le MAPAM, qui n'existe plus, dans lequel il y avait d'ailleurs des députés israéliens juifs et israéliens arabes, et j'appartenais au mouvement Shalom Arshaf, la paix maintenant, qui était un mouvement qui avait été créé par d'anciens officiers, d'anciens soldats de Tzahal, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on a en Europe une vision lointaine et très déformée. Le mouvement pacifiste en Israël, qui a été très très fort, était un mouvement qui était né dans l'armée, d'ailleurs pendant la guerre de Kippour, qui était né dans l'armée par des gens qui se battaient, mais qui en même temps disaient « ça ne doit plus jamais se reproduire ». Et pour que ça ne se reproduise pas, on ne va pas exterminer les Palestiniens, on va essayer de faire la paix. Malheureusement, tout ça a été balayé par tout ce qui s'est passé depuis, l'assassinat de Rabin par l'extrême droite israélienne, l'intifada, toutes ces choses qui font qu'aujourd'hui, il est très très difficile de tenir un discours équilibré sur la question israélo-palestinienne. La question du jour, craignez-vous des répercussions en France, Gérald Darmanin a fait le point avec les représentants de la communauté juive en France cet après-midi. Écoutez ce qu'il a dit. La présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs 10 personnes dans des coins très différents du territoire national pour ces gens qui soit taguaient des propos antisémites, soit menaçaient des lieux de culte ou des personnes qui sortaient de ces lieux de culte ou de commerce que fréquentait la communauté juive. Avec le garde des Sceaux, nous travaillons, puisqu'il a pris une instruction au procureur de la République, de concert pour que la police et la gendarmerie et les militaires de l'opération Sentinelle soient extrêmement présents dans les 400 lieux où, partout sur le territoire national, la communauté juive a l'occasion de se regrouper pour son culte, bien évidemment, mais aussi pour les écoles, pour les crèches, pour les commerces. Abdoulaye Kanté, vous voulez réagir? Je voulais juste revenir sur ce que disait M. Moniquet sur effectivement la connaissance en fait du conflit israélo-palestinien. Ce que je déplore, c'est qu'aujourd'hui, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que certains ont une vision déformée de ce conflit. C'est-à-dire qu'on considère le Hamas comme, on va dire, une entité, une armée qui combat justement l'occupation juive, etc., mais qu'en fait, c'est reconnu comme étant une organisation terroriste. Et pourtant, ce ne sont pas les Gazaouis qui sont, on va dire, les responsables de ce qui se passe, parce que au sein même de la bande de Gaza, il y a une guerre interne entre le Hamas et le Fatah qui veulent revendiquer, on va dire, asseoir son pouvoir, et que certains n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait des réchauffements entre certains États. La question que je pose, c'est que malheureusement, avec tout ce qui est en train de fuiter comme informations qui sont totalement déformées, comment peut-on faire? Comment peut-on accepter que certaines personnalités, notamment politiques, relaient, on va dire, une méconnaissance de ce conflit? Comment vous l'expliquez? Claude Moniquet. Mais je vous dirais que j'ai du mal à l'expliquer parce que j'ai du mal à le comprendre, si ce n'est que on parlait de l'importation du conflit tout à l'heure, c'est une utilisation de ce conflit qui est mal comprise à des fins politiques, essentiellement par des gens d'extrême gauche. On a vu la réaction de Mélenchon, on a vu le NPA, ou le Parti des indigènes, qui effectivement, à mes yeux, relève du code pénal. Ce sont des appels à la violence, ce sont des appels au terrorisme, un soutien, une apologie du terrorisme. Je pense que ces gens se disent qu'ils doivent pouvoir, avec cette manipulation des faits et de l'information, se faire une petite clientèle dans certains milieux, dans certains quartiers et dans certaines communautés. Et malheureusement, ça peut marcher. Mais ça marche, je pense, cela étant, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté musulmane en France ou ailleurs en Europe qui sont de cœur sympathisants de la question palestinienne, il n'y a pas de problème, mais qui condamnent ce qui s'est passé samedi et ce qui s'est passé dimanche. Personne, au nom d'aucune idéologie, ne peut défendre ce genre de choses, ne peut se faire l'avocat de ce genre de choses. Alors quand je vois des partis ou des groupuscules français comme le NPA ou les indigènes qui le font, je ressens, et je vais le dire d'une manière polie, je ressens un très très profond dégoût. On part au 0826 300 300. Le sujet fait réagir, Cécile. Absolument. Sandrine Déviant-les-Bains est avec nous. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir à tous. Vous vouliez réagir, Sandrine? Oui, alors par rapport à ce que vous demandiez, si on a peur de l'importation jusqu'à chez nous du conflit, moi j'ai juste une réflexion qui est de me dire ça va aussi dépendre de la réponse qu'il va y avoir aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Et je sais pas si moi j'aurai la force de le faire. Je sais qu'autour de moi il y a des gens que je connais qui auraient la force de le faire, mais j'ai envie de prononcer le mot pardon. Si ça peut éviter d'avoir un conflit qui s'envenime, on est actuellement dans un moment charnière de l'histoire de l'humanité, et c'est vraiment important peut-être de penser à aujourd'hui, aux conséquences de tout ce qu'on va faire. Quand vous dites pardon, c'est pardon pour qui? Malheureusement, c'est toujours les victimes qui sont obligées de pardonner. C'est ça. Et aujourd'hui, les victimes, elles sont du côté israélien. C'est difficile de pardonner quand on est mort, hein. Oui, les familles des victimes, les gens qui se sentent agressés, les gens qui, évidemment, quand on est mort, évidemment. Et, mais ce que je veux dire, c'est que le mot pardon a peut-être un sens aujourd'hui plus fort que jamais. Restez avec nous, Sandrine. Michael de l'Essonne est avec nous. Rebonsoir, Michael. Rebonsoir, Michael. Rebonsoir. Alors, votre opinion. Est-ce que vous avez peur des répercussions, vous? En fait, je m'en inquiète pour une raison qui va vous paraître assez simple. Tout à l'heure, on parlait de responsables politiques qui avaient un comportement dégoûtant, mais réellement, il n'y a pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé, en fait. Quand, pareil, la dame juste avant qui parle de pardon, moi, je suis très inquiet parce qu'en fait, il y a des gens qui mettent de l'huile constamment sur le feu. Plutôt que d'apaiser, c'est ça que vous voulez dire, oui. Comment? Plutôt que d'apaiser, c'est ça que vous voulez dire. C'est même pas une histoire d'apaiser, c'est une histoire de dénoncer l'horreur. Si vous justifiez l'horreur, ça sera quoi demain? Restez avec nous, Pierre-Yves Martin. Hein. Forcément, quand vous entendez ces deux auditeurs, c'est. Je trouve ça, j'ai pas d'avis prononcé. Je trouve ça très intéressant de réintroduire ce terme de pardon parce qu'il est complètement étranger à nos discussions et à notre sémantique. Comme je trouve ça très intéressant de réintroduire ce terme de paix, puisque ça fait, de mon point de vue, des années que l'on n'entend plus ce terme-là. Il y avait effectivement ces leaders, il y a 15-20 ans, il y avait une volonté d'arriver, d'une tentative d'arriver avec des vrais leaders qui créaient un alignement. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la radicalité sur toutes les étapes qui ont suivi. Claude Moniquet, le mot de la fin, est-ce qu'il y a quand même un espoir dans cette guerre? Il n'y en a pas beaucoup et je voudrais réagir à cette question du pardon. Je pense qu'elle est très simple. D'abord, le pardon doit être demandé par celui qui est l'auteur des faits, qui est le coupable. Et je ne vois pas le Hamas demander le pardon. Deuxièmement, le pardon ne peut être accordé que par les victimes. Moi, je peux pardonner n'importe quoi qui a été fait à quelqu'un d'autre, ça ne me coûte rien. Ce sont les victimes qui doivent décider si elles pardonnent. Et malheureusement, il n'y aura pas de pardon. Il est très clair que le Moyen-Orient, c'est pas la Suisse, c'est pas le Luxembourg, c'est pas la France ni la Belgique. Le Moyen-Orient, c'est une zone dans laquelle malheureusement le seul langage qui est compris, c'est celui de la force. Israël a subi une défaite incontestable, symbolique, mais incontestable, avec des centaines de morts, peut-être 1000 ou plus. La réponse israélienne, ne nous trompons pas, va être extrêmement brutale. J'espère qu'il n'y aura pas trop de victimes collatérales, mais elle sera extrêmement brutale, elle sera décisive, et la volonté très claire, c'est d'éradiquer le Hamas, et ça ne se fera pas sans dégâts, malheureusement. Merci beaucoup Claude Moniquet, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et sécurité et ancien agent de la DGSE. Merci beaucoup Sandrine Devian-les-Bains et puis Mickaël, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix auditeur et dans un instant on va se détendre un petit peu, on va jouer avec nos vraies voix du jour. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble avec Philippe David et vous au 0826 300 300 jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et nous sommes avec Philippe David ensemble jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour, avec Philippe Bilger qui est avec nous, Pierre-Yves Martin, consultant, Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier enfant de la République, publié chez Fayard. Et vous, au 0826 300 300, c'est votre maison ici, de toute façon, c'est votre numéro. On vous incite à l'utiliser. Et puis n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez bien entendu réagir sur cette plateforme de débat et d'opinion un petit peu partout, puisqu'on est à peu près sur tous les réseaux sociaux du monde de la Terre qui existent. Donc je pense qu'on ne peut pas vous louper. J'en profite pour saluer bien sûr notre département numérique et en l'occurrence Aurore pour ce travail formidable. Ça vous permet de réagir et de nous appeler. Aude est avec nous. 0826 300 300. Allez tout de suite le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et notre auditeur du jour, Michael Desson, qui est avec nous. Michael, est-ce que vous avez eu le temps de regarder l'actu de nos politiques ? Pas tellement. Ah bon, d'accord. Bah, écoutez, il va falloir donner des noms au hasard. Alors, je vous rappelle les règles. Vous êtes le premier à pouvoir répondre. Et si vous n'avez pas la bonne réponse, c'est à nos vraies voix de déclencher la bronca. Moi, je serai le dernier. Alors. Allez, on démarre. Qui c'est qui l'a dit ? Mélenchon est devenu infréquentable. Il est de l'Essonne d'ailleurs. Ouais. Dupont-Aignan. Non. Non, vous pouvez pas. Il n'a pas répondu. Il avait répondu. Non, je sais pas là. Escroc, Pierre-Yves. Non. Non, c'est pas Getch qui a dit ça. Non, c'est pas lui. Pas Getch. Non. Tiens. C'est on l'appelle aussi le Baron Noir. Le Baron Noir. Il y a eu une série où on dit qu'effectivement. C'est Cadmerade, mais bon après. Non, mais non. Mais Cadmerade, c'est l'acteur. Non, mais le Baron Noir. Julien Drey. C'est trop tard. Oui. Non, il l'a pas dit. Non, mais il l'a pas dit, mais il avait vu le buzzer avant. 0 point. Qui c'est qui l'a dit ? Bah tiens, il est aussi de l'Essonne. Il ne peut pas y avoir la moindre ambiguïté vis-à-vis de LFI. Il faut rompre totalement avec cette gauche-là. Il faut un cordon sanitaire. Nicolas Dupont-Aignan ? Non, vous pouvez pas répondre. Ça c'est important. Qu'est-ce que vous avez dit ? Attendez, qu'est-ce que vous avez dit, Mickaël ? De gauche ou de droite ? De gauche. De gauche. Enfin, ça dépend. Certains disent qu'il est de droite maintenant, mais il est de gauche à la base. Personne de gauche. Il adore l'Espagne. Bonne réponse de Mickaël. Manuel Valls, effectivement. Je pouvais pas faire mieux. Hein. Oui, là, il adore l'Espagne, même la Catalogne. Il en est revenu. Allez, qui c'est qui l'a dit ? Écoutez bien, Mickaël. Je suis accablé de voir que la condamnation du terrorisme islamiste ne fait plus l'unanimité dans la société française. Pas facile à dire. Aucune idée là. C'est un président. Un président. Macron peut-être ou Président Hollande. Hollande. Mais il n'y a pas que des présidents. De parti. Ah ouais, fallait le dire. Non. Si je l'ai dit. Non. Mais attends. Bon, alors. Fabien Roussel ? Non. Un jeune président de parti. Jordan Bardella. Bonne réponse. Il a été plus rapide, Abdoulaye Kanté. Jordan Bardella. Qui c'est qui l'a dit au sujet de la Palme d'Or au Festival de Cannes ? On me l'a raconté, c'est un film sur le rapport à la réalité. Peut-être que la réalisatrice doit réfléchir à son rapport à la réalité quand elle trouve qu'on ne soutient pas suffisamment la création. La ministre de la Culture peut-être. Non, plus haut. Plus haut. Elisabeth Borne alors. Bonne réponse de Mickaël. Allez, on lui accorde. Elisabeth Borne. On lui accorde. Il est bon. On est gentil. Quand on perd, on peut se permettre de la générosité. C'est pour ça que je suis très très gentil, moi. Allez, qui c'est qui l'a dit ? Attention. Le Hamas n'aurait jamais pu faire cette opération, jamais, avec ses armes et ses moyens, sans l'avoir préparée depuis longtemps, avec le soutien de l'Iran. Voilà. Quelqu'un qui fut très très haut placé. Et qui fut dans les affaires. Dans les affaires, Sarkozy. Non. Hollande. Après. Bonne réponse, François Hollande. Ouais. C'était François Hollande, exactement. Qui c'est qui l'a dit ? Je vais écrire à toutes les TPE, PME et indépendants pour leur demander quelles sont les normes et les règles qui les gênent le plus. Ils me disent tous, vos normes nous emmerdent. Tout ce que je peux simplifier, je le ferai. Voilà. Michael ? Dupont-Aignan peut-être Non. Bruno Le Maire ce matin sur Sud Radio, dont il était l'invité exceptionnel. De Jean-Jacques Bourdin. Qui c'est qui l'a dit ? Au lieu de générer des polémiques, Elisabeth Borne devrait mettre toute son énergie à demander un cessez-le-feu. Facile. La responsable de la NUPES, c'est pas ça ? Non. Jean-Luc Mélenchon. Non, c'est une femme et c'est une responsable aussi. C'est pas une politique.
Ah, c'est pas une politique. Bah, elle en fait un peu parfois. Oui. Non. Je vois pas. Elle vient d'arriver à ce poste il y a assez peu de temps. C'est de la CGT, mais je vais... Oui. Bonne réponse, Sophie Billard. Un demi-point chacun. Ah non. Oui, c'est tout. Allez, ne partage pas. Allez. Je ne suis pas socialiste. Allez, vous restez avec nous. Qui est-ce qui a gagné, Philippe? Eh bien, c'est Manuel avec 3 points. Bravo, Mickaël. Bravo, Mickaël. Allez, Manuel, c'était valse. vous restez avec nous juste après la pause. Ce sera le top click de Félix Mathieu et puis on va parler rugby, bien entendu. Et dans un instant, le journal. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300, c'est ce numéro-là. Vous ne faites que ce numéro-là, quoi qu'il vous arrive. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est ravis d'être avec vous. Nous, vous, bien sûr, vous avez choisi nous et vous. Voilà, vous avez choisi. Le démarrage contrôlé. Vous avez choisi Sud Radio, merci beaucoup. Et vous avez choisi Les Vraies Voix. Aujourd'hui avec Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Pierre-Yves Martin, consultant, et Abdoulaye Kanté, policier, auteur de Policier enfant de la République, publié chez Fayard. Et tout de suite, c'est le top click et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, c'est le top click. Et le conflit israélo-palestinien, est le sujet le plus commenté sur les réseaux sociaux. Avec la France insoumise critiquée, accusée de ne pas condamner assez clairement les exactions du Hamas contre des civils israéliens depuis samedi, nous déplorons les morts israéliens et palestiniens, écrit bien le communiqué du groupe LFI de l'Assemblée nationale. Mais ce communiqué débute ainsi, je le cite, « L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est ». Communiqué critiqué par ceux qui estiment qu'il explique, voire presque qu'il justifie ces exactions du Hamas avant même de les condamner. Ce communiqué est une honte, répond par exemple le maire PS de Montpellier, Michael Delafosse. Le Hamas, dit-il, est un mouvement terroriste soutenu par des régimes obscurantistes et autoritaires. Face à la bronca, d'autres observent ce qu'ils voient comme des nuances au sein même de la France insoumise. Le député LFI Rodrigo Arenas se démarque de son groupe, estime par exemple sur Twitter la grande reporter du Figaro Sophie de Ravinel. Citation de Rodrigo Arenas également relayée par Edoui Plenel de Mediapart sur une boucle interne WhatsApp, une messagerie entre insoumis. Il aurait, Rodrigo Arenas, évoqué des crimes abominables des terroristes du Hamas. Je le cite, « La justesse des causes anticoloniales et du refus des oppressions perdent leur légitimité le jour où elles acceptent les massacres de civils et le terrorisme aveugle comme des stratégies militaires acceptables ». Alors forcément, ce sujet est très commenté sur les réseaux sociaux. Ce soir, dans les top tendances sur Twitter France, on trouve par exemple Hamas, Gaza, Tsahal, le nom de l'armée israélienne, mais aussi Netanyahou, le premier ministre israélien sous le feu des critiques dans son pays. Je ne parierai pas sur l'avenir politique de Benjamin Netanyahou, écrit l'ancien diplomate Gérard Haro en relayant une info selon laquelle Netanyahou n'aurait pas accordé suffisamment d'importance il y a quelques jours à des fuites venues d'Égypte, fuites qui l'auraient averti d'une attaque d'ampleur, une terrible opération en préparation depuis Gaza. Eh bien moi je vais vous parler d'une chose qui ne fait pas le buzz et je ne comprends pas qu'elle ne fasse pas le buzz. La semaine dernière à l'université Lyon 2, une représentante du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, a participé à une conférence intitulée, je cite, « Colonisation et apartheid israélien, quel avenir pour les Palestiniens ?» malgré les protestations du CRIF et de LR. Alors, cette représentante, vu les protestations, n'est pas montée à la tribune mais est restée dans la salle et on se pince en apprenant qu'elle est invitée le 9 novembre prochain à l'Assemblée nationale pour participer à la projection d'un film intitulé « Yalla Gaza », un film sur lequel je me pose quelques questions sur l'objectivité. Alors, je suis scandalisé qu'une représentante d'une organisation terroriste, le FPLP, qui a entre autres fait d'armes contre la France le détournement d'un Airbus A300 qui allait de Grèce à Paris en 1976, un détournement dans lequel les otages avaient été séparés entre juifs et non-juifs, comme le faisaient les nazis pendant la dernière guerre, et dans lequel 3 otages juifs, dont un Français juif, il s'appelait Jean-Jacques Mimouni, il avait 19 ans, est mort. Alors, des otages qui, faut-il le rappeler, avaient été libérés par un commando d'élite israélien dont le chef s'appelait Jonathan Netanyahou, le frère du Premier ministre israélien, qui est mort dans l'assaut. Alors ce soir, je suis scandalisé, j'estime que ce type d'opération qui a du sang de
citoyen français sur les mains n'a rien à foutre, ni dans une université, ni à l'Assemblée nationale. Vous êtes d'accord, Philippe Bilger ? Totalement, et je serais curieux de savoir qui est derrière cette invitation à l'Assemblée nationale. C'est hallucinant. A priori, ça vient de LFI. Je dis bien a priori. C'est de Ercilia Soudet, la députée LFI. Là, alors j'allais dire, utiliser un terme un peu insultant, mais même par rapport au paroxysme de LFI, Soudet représente un comble. Soudet, ouais. Abdoulaye, vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Ah, mais totalement d'accord, mais justement, je vais avancer pour dire que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a annulé justement cette venue. Ah, c'est tombé alors récemment. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'a priori, elle est saisie pour annuler cette venue. Et je pense même qu'elle a annulé cette venue parce que, qui évidemment, au vu de la situation, au vu de l'actualité, est quand même, on va dire, inacceptable. Et ce n'est pas normal qu'au sein de la représentation nationale, des personnes qui prônent encore une fois le terrorisme et tout n'ont rien à faire évidemment dans notre pays. Elle a bien fait, cette présidente de l'Assemblée nationale, d'annuler. Mais je suis toujours très ennuyé. Moi, j'ai pas la confirmation que ce soit annulé. On lui a demandé d'annuler. En tout cas, je suis toujours très ennuyé parce que réagir par rapport à des positionnements aussi singuliers et aussi inacceptables, c'est aussi alimenter l'exposition médiatique de ces personnes, de ces influenceurs. Et ça me gêne. Allez, 0826 300 300, le tour de table de l'actu des vraies voix dans quelques instants avec vous, Philippe Bilger. On parle de quoi ? Mathieu Jalibert, enfin célébré. Avec vous, Abdoulaye Kanté. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que vivre l'exceptionnel ? Ouais. Bon, mais vous allez voir. C'est un bon teasing. Non, mais c'est ce que vit mon mari. Donc, il me l'a pas dit comme ça. Avec vous, Pierre-Yves Martin. La question, c'est est-ce raisonnable d'avoir à choisir quel conflit est important et quel conflit ne l'est plus ? Allez, on en parle dans quelques instants. Vous pouvez réagir 0826 300 300. C'est une plateforme de débat et d'opinion. On est ravis de vous y accueillir. C'est Sud Radio, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin, consultant, et Abdoulaye Kanté qui est avec nous, policier. Et vous au 0826 300 300 avec le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table. De l'actualité. Et Philippe Bilger, je vais me transformer en Antoine Dupont, puisque je vais vous envoyer la balle comme il le fait à un certain Mathieu Jalibert. Oui, alors Mathieu Jalibert, c'est un joueur exceptionnel et qui enfin a été célébré à la suite de la victoire considérable contre l'Italie. J'ai toujours trouvé qu'on a été injuste à son égard, parce qu'il est singulier, il est inventif, il prend des risques. Si j'osais, je dirais même, mais ça n'est pas de bon esprit aujourd'hui, de dire que je le préférais presque en général à Ntamak, même si évidemment les sélectionneurs préféraient la sûreté de Ntamak associée à Dupont. Je suis content qu'on l'ait célébré. Juste pour ceux qui n'écoutent, enfin qui ne connaissent pas le rugby, pourquoi qu'est-ce qu'on lui reproche finalement ? Qu'est-ce qu'on lui reprochait ? Pourtant, s'il y en a une qui connaît très bien. Oui, mais moi je connais, mais on a des auditeurs. Ma chère Cécile, je vais tenter mais je pense les sélectionneurs, paradoxalement, n'aiment pas les joueurs qui prennent trop de risques. Et qu'au fond, ils préfèrent un talent tranquille à l'assurance, un style éblouissant, mais imprévisible. Et ben voilà. Et Jalibert, en plus, paraît-il, a un caractère relativement rétif, ce qui n'est pas pour me déplaire. Ouais. Abdoulaye Kanté. C'est quel cas tu lis? Vous êtes... Mais je suis moins costaud que Jalibert. Vous voulez réagir sinon, Pierre? Non, j'écoutais c'est une vraie bonne question. Tactiquement, est-ce qu'il vaut mieux mettre quelqu'un qui soit hyper régulier ou quelqu'un qui soit capable de faire des coups d'éclat? Bah oui, mais ça dépend des personnalités. Non, mais quand on parle de folie, on voit un gars comme Antoine Dupont qui justement c'est un peu cette espèce de caution qui sublime, on va dire, le jeu de l'équipe de France. Et c'est vrai qu'on a besoin dans ces équipes-là d'avoir cette personne qui sort de l'ordinaire, cette personne qui va on va dire, faire le geste auquel on s'y attend pas. On va dire cette passe ou bien ce geste où on se dit mais ah oui, en effet, il manquait ce joueur. Donc cette fantaisie à la française, oui.
Je le dis oui. Comme c'est bien dit. Et oui, c'est la personne qui tousse, par exemple, sans arrêter le micro. Voilà, c'est ça. Philippe B, c'est ça? Philippe B, oui, mais je vois très bien de qui vous voulez parler. Abdoulaye, puisque vous aviez la parole, vous vouliez parler de quelque chose de formidable selon vous. Je vous ai parlé de remarquable, de l'exception. C'est ça, de l'exceptionnel. Qu'est-ce que c'est que l'exceptionnel? Mais en fait, à part les vraies voix et Sud Radio. Tout simplement. Donc l'exceptionnel, c'est quoi? C'est le titre d'une nouvelle campagne de recrutement qui a été lancée ce 25 septembre par le ministère de l'Intérieur, qui, évidemment, nous sommes avec l'actualité, on parle beaucoup de sécurité. Donc le ministère de l'Intérieur a lancé une campagne ce 25 septembre donc concernant le recrutement de policiers, donc notamment 4000. Avec, au vu de la crise de vocation qui se passe en ce moment dans la tête de nos jeunes, à cause de messages qui sont, on va dire, anti-flics, qui viennent de certaines personnalités, qui mettent le doute dans nos jeunes, le ministère de l'Intérieur s'est dit, tiens, on va faire une offensive de séduction pour justement attirer ces jeunes vers l'exceptionnel. L'exceptionnel, c'est quoi? C'est ces métiers de policiers, notamment 150 métiers où il y a une grande diversité, où on veut recruter des personnes, des femmes et des hommes, dans divers métiers pour leur proposer d'être au service des citoyens. Et au vu de l'enjeu qu'il y a, c'est-à-dire avec les JO, c'est-à-dire les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est sûr, les grands événements. Où effectivement, je pense que tous Français seront concernés par cet événement qui va tous nous concerner. Donc, je pense que cette campagne arrive à point nommé pour dire que vous avez, en plus des 150 000 femmes et hommes qui vont assurer votre sécurité, et venez nous rejoindre, devenirpolicier.fr. Philippe Bilger. C'est très très bien, mais je me rends compte que la publicité pour des grands métiers, policiers, magistrats, autres encore, est très difficile à faire. Mais apparemment, elle est très réussie. Juste très très rapidement, je pense qu'on avait, au sein de nos institutions, un gros défaut de communication. C'est-à-dire qu'avant, le problème de parler de nos métiers était difficile parce que il y avait certains qui ne voyaient pas l'intérêt. Mais aujourd'hui, pour attirer du monde, je pense qu'il est nécessaire de pouvoir faire en publicité, être fier d'être policier, être fier d'être magistrat, pompier, etc. Venez attirer ces personnes qui ont aussi envie d'aider notre pays. Donc allez-y, venez. Malheureusement, la fierté ne se décrète pas par la pub. Chacun l'éprouve à un moment donné ou non. Il faut déclencher les choses. Il faut déclencher, il a raison. Il y a deux sujets, c'est très bien cette campagne. Il y a deux sujets dans un recrutement, un processus de recrutement. Il y a effectivement la capacité à construire une image et une communication adaptée en fonction de la cible, mais il y a aussi une capacité à intégrer une fois que le recrutement a eu lieu. Et je pense que le vrai challenge, il est là, il est dans la capacité à aiguiller correctement et à dessiner des parcours professionnels qui conviennent à ces nouvelles populations, ces nouvelles recrues. Et ça, c'est loin d'être facile. Est-ce que l'un de vous, là, Philippe Bilger, ou vous, Pierre-Yves, vous avez pensé, quand vous y étiez jeune, de dire, vous êtes rentré dans la justice, Philippe, de dire, tiens, moi j'aurais pu être policier un jour, petit? Moi j'aurais beaucoup aimé être commissaire de police, mais je n'avais qu'un inconvénient, c'est que je n'ai aucun courage physique. J'espère avoir du courage intellectuel, mais je n'aime pas donner des coups et je n'aime pas en recevoir, et je ne pensais pas du tout à devenir magistrat ou avocat, ma chère Céline. Je voulais qu'être écrivain, mais j'avais des ambitions modestes. Je rêvais d'être Marcel Proust. C'est très modeste. En une minute, j'ai réglé le problème. Pierre-Yves Martin. Moi, quand j'étais jeune, il m'est arrivé de me projeter comme agent secret. Mais c'est que vous avez vu le dernier James Bond, c'est ça? Non, pas du tout. Non, mais parce que je trouvais que c'était un univers intéressant qui a un lien avec la patrie, avec le pays, et en même temps une dimension très officieuse. Donc voilà, ça m'a alimenté, mais j'ai jamais trouvé l'opportunité pour saisir et rentrer le sujet. Donc me voilà consultant. Et Philippe David, vous? Oui, moi j'aurais bien aimé parce que mon grand-père était officier de police. Et puis finalement, j'ai choisi d'autres chemins. Voilà. Mais c'est vrai, quand j'étais jusqu'à l'adolescence, j'aurais bien aimé être policier comme mon grand-père. Vous auriez été très bon. Ouais. Vous auriez révélé le nom du coupable tout de suite. mais pour Philippe David, pour trouver le coupable, il faut de la nourriture à côté. Ça, c'est sûr. Et vous, Cécile? Je vous êtes déjà policière. Écoutez,
là, on verra. Non, mais en fait, juste très rapidement, je pense réserviste. que ce sont des histoires qui sont quand même assez. On entend toujours, c'est toujours oui. Quand j'étais petit, j'avais envie d'être policier, aller chasser le voleur et tout. Donc, et il y avait toujours cette impossibilité de casser ce plafond de verre. Et là, aujourd'hui, oui, effectivement, on est en train de passer le pas où on dit venez, il y a cette possibilité de nous rejoindre et tout, passez le pas, ayez ce courage parce qu'il y a l'exceptionnel derrière. Et puis vous aurez peut-être la chance d'être le collègue d'Abdoulaye Kanté. Hein. Avec plaisir. C'est ça. S'il garde mon corps, j'aurais rêvé. Mais Philippe, je fais ça toute la journée. Je garde votre corps et votre esprit, sachez-le. Vous restez avec nous dans un instant. Avec vous, Pierre-Yves, on parle de quoi dans quelques instants? On parle de l'importance qu'on accorde au conflit. Voilà, et vous restez avec nous. On en parle dans un instant. On fait une petite pause et merci de votre fidélité. On est tellement heureux de vous avoir tous les jours avec nous. Et on est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h dans ce très beau studio, tout beau, tout neuf. Vous pouvez aller voir sur notre compte Twitter, un petit peu partout. Vous allez voir des vidéos, des photos. C'est magnifique. Aux alentours de 18h30, on reviendra sur cette flambée des prix des carburants suite au conflit, forcément, entre le Hamas et Israël, avec cette flambée des prix. Est-ce que vous avez peur, vous, une flambée en tout cas du carburant? Vous dites oui à 86%. Vous pouvez d'ores et déjà vous connecter au 0826 300 300 et on en reparlera aux alentours de 18h37. Mais en attendant, Pierre-Yves Martin, le tour de table de l'actu des Vraies Voix, justement, on revient sur ces conflits et quels conflits prioriser finalement? Exactement. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, nous découvrons des nouveaux conflits. L'Ukraine, l'Arménie, Israël ce week-end. Tout ceci donne un certain tournis. Et aussi une inquiétude, car chaque nouveau conflit vient éclipser le précédent. Alors, la question, c'est, en tant que citoyens, que devons-nous faire? Peut-être une question, est-ce qu'il faudrait du coup avoir des critères pour qualifier que tel conflit soit le plus important que le précédent, etc., etc. Mais après tout, l'autre question, c'est de savoir aussi, de s'interroger sur qui oriente. Et du coup, je vois deux personnes, deux typologies de personnes. D'abord, les responsables politiques. Et quand Joe Biden exprime ce week-end son soutien très, très, très fort, très prononcé vis-à-vis d'Israël, je me pose la question de savoir quelle va être la relation des États-Unis avec l'Ukraine dans les prochaines semaines. Est-ce que le conflit ukrainien, et quand je vois toute l'énergie que le président ukrainien met encore à promouvoir et à défendre son pays, je m'interroge. Et puis, ça tombe bien, on est à Sud Radio. La deuxième typologie de personnes, d'influenceurs, ce sont les médias finalement. C'est eux qui vont aussi décider de mettre ou pas en avant. La hiérarchie en fait. Exactement, une hiérarchie. Et donc du coup, il y a peut-être effectivement, c'est peut-être plus simple d'orienter ou de permettre aux médias d'intégrer ce choix à faire. En tout cas, c'est très complexe et ça me pose juste le fait de ne pas oublier les précédents conflits. Il y a un effet zapping dans le conflit qui est compliqué à vivre. Au fond, vous justifiez, Pierre-Yves, par votre point de vue, en quelque sorte, le 2 poids 2 mesures. Peut-être pas 2 poids 2 mesures. Je pose juste la question parce que je suis très ennuyé, très personnellement, par rapport à ce qui se passe, parce que je constate qu'on zappe, et on donne des coups de projecteur. Et donc du coup, je me suis juste interrogé sur pourquoi on donne des coups de projecteur, parce qu'on est dans une société de l'immédiateté, parce qu'on va toujours plus vite, etc. Mais aussi, on a un devoir de distance et de ne pas oublier. Et c'est vrai qu'on oublie vite. On oublie très vite. Abdoulaye Kanté. Je pense que oui, vous l'avez bien expliqué, parce que quand on voit que dès qu'il y a un focus qui est donné sur un conflit, on prend l'exemple du conflit russo-ukrainien, où effectivement on en a mangé, on va dire, pendant des mois et des mois. Après, ça a baissé, et là donc on est reparti après sur une autre actualité. Et là, c'est vrai que l'actualité du moment, c'est le conflit israélo-palestinien. Oui, effectivement. Donc ceci dit, je pense que le travail des médias, c'est de mettre un focus sur quelque chose qui va, on va dire, captiver, on va dire, le public. Là, effectivement, on a là vu, on va dire, une attaque terroriste, et c'est vrai que tout de suite, ça va captiver tout le monde, et ça va faire oublier, évidemment, par exemple, on a eu un tremblement de terre meurtrier en Afghanistan. Ouais. Personne n'en a parlé ou presque. Voilà, c'était les 3 mots dans l'actu. Donc vraiment, je pense aussi, oui, comme vous l'avez dit, il y a une forme de hiérarchisation, mais c'est très difficile, parce que je pense que c'est très difficile de pouvoir choisir qu'est-ce qui va être le plus opportun, de mettre à même pied d'égalité l'information. Je pense qu'effectivement, quand on a une attaque terroriste et
je sais pas, par exemple, le jet de pétard qu'il y a eu sur le joueur à Montpellier. Donc, si vous voulez, donc il y a la hiérarchie. C'est vrai que les punaises de lit ont ramassé le lot depuis des semaines, alors qu'il y a des choses très très graves aussi. Donc en fait, il faut juste utiliser des insecticides et on n'en parle plus. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'à chaque nouveau sujet, on oublie les précédents. En fait, et du coup, c'est ça qui m'inquiète en fait. C'est juste sur la mémoire collective qu'on doit avoir par rapport à ce qui se passe. Et quand on fait des rétrospectives sur l'année passée, on se dit oh mince, c'est vrai, il y avait eu ça. Et en fait, on a oublié quoi. Voilà, c'est vrai. Philippe Bilger, c'est vrai que il y a tout de même des tragédies énormes qui étouffent toute l'actualité depuis 3 jours. Évidemment, c'est l'horreur du Hamas. Oui. Ça efface tout, et puis on n'a même pas besoin d'oublier le reste, ça n'existe pas le reste. Le problème c'est que pourtant il y a des choses intéressantes qui se passent en France. Oui, bien sûr. Et très rapidement, je vois que c'est vrai que l'auditeur, le téléspectateur a souvent du mal à aller chercher la bonne information, où il va chercher ce qui le captive, et ce qui le captive va le faire justement oublier le reste. Mais parce que malheureusement il ne lit pas tout, il ne regarde pas tout. Et c'est ça va aller chercher la bonne information. Pluralisme. Et puis chacun a sa réalité, il y a des réalités économiques. De l'inflation du quotidien qui malheureusement est la réalité de certaines personnes. Je vous prends un exemple, on a bouffé du Covid pendant 1 an et demi. Quand la campagne présidentielle française a commencé, le Covid avait disparu des radars. Alors qu'on avait ça en ouverture de tous les journaux depuis 1 an et demi, non ? C'est vrai, vous avez raison. En tout cas, vous restez avec nous. Merci pour ce sujet, parce que c'est vrai que la hiérarchisation, enfin la hiérarchie de l'information, elle est toujours assez compliquée. Et dans un instant, on va revenir sur effectivement ce conflit. L'Israël a attaqué il y a 3 jours par le Hamas, avec les répercussions que ça peut avoir, en tout cas en Occident, en France aussi. Et avec cette question, craignez-vous une flambée des prix des carburants ? Pour l'instant, vous dites largement oui, à 86%. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler 0826 300 300 si vous voulez participer au débat. Le coup de projecteur, c'est dans quelques instants, le temps de faire une petite pause. Merci de votre fidélité et à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue sur Sud Radio, bienvenue dans les vraies voix ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et nos invités, en tout cas plutôt éditorialiste du jour. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Pierre-Yves Martin, consultant, et Abdoulaye Kanté, policier et auteur de Policier, enfant de la République, publié chez Fayard. Ça va, vous allez bien? Vous vous sentez bien? Vous êtes bien? On commence à s'habituer à ce merveilleux studio. Au départ, il y avait une sorte de timidité de ma part qui a abouti à quelques gestes maladroits. Oui. Ça y est, vous commencez à vous sentir comme à la maison. Il est trop fort, ce Philippe. C'est psychanalyse en direct. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et c'est un énorme effet domino. Les cours du pétrole se sont envolés de plus de 4% ce lundi après l'offensive surprise du Hamas contre Israël. Cette attaque suscite des inquiétudes quant à d'éventuelles conséquences en matière d'approvisionnement. Cette crise survient alors que les prix du pétrole sont déjà élevés en raison des inquiétudes engendrées par une baisse de production de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Elle suscite également des craintes sur les conséquences sur l'inflation. Et on va en parler dans quelques instants, Philippe. Oui, absolument. Et ces questions, est-ce qu'on peut revivre 50 ans après 73 un nouveau choc pétrolier en cas de sanctions contre l'Iran, et sachant qu'on a déjà plus de pétrole russe à cause de l'embargo? À quel prix pourrait monter le litre de gasoil ou de sans-plomb? Vous avez peur? Vous pensez que ça va s'arranger? Appelez-nous au 0826 300 300. Et pour en parler, notre invité Philippe Charlez est avec nous, expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger, forcément, il y aura des conséquences à un moment donné sur ce qui se passe à l'étranger chez nous. Philippe Charlez est tout de même l'être le plus clair pour l'ignorant que je suis. Oui, il est très doué. Mais sérieusement, et c'est un peu, si vous le permettez, une affirmation, mais qui sera terminée par un point d'interrogation. À partir du moment où il n'y a aucune crise internationale, quelle qu'elle soit, qui n'ait pas d'incidence sur le problème que pose Sud Radio dans sa question, j'aimerais savoir si le conflit israélo-palestinien, avec les horreurs commises par le Hamas, va avoir des conséquences encore plus graves que les autres crises internationales. C'est une question que je me pose avant que notre invité y réponde. Absolument. Pierre-Yves Martin. Moi, pour rebondir sur
le point de Philippe. Je constate, en fait, j'observe que il y a finalement un déplacement des rapports géopolitiques et économiques, et du coup chaque crise vient redistribuer les cartes sur le plan du jeu. Et donc du coup, je pense qu'effectivement la crise entre Israël et la Palestine, ou les organisations, je vais y arriver, terroristes, vont effectivement régénérer des nouveaux appels d'air, des nouveaux courants d'affaires, des contournements par moment. Je trouve ça compliqué de savoir quel va être l'impact en termes de tarification pétrolière. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un nouveau jeu qui va se reconstruire entre les pays producteurs et aussi les canaux de distribution. Abdoulaye Kanté. Qui est pris en otage actuellement à cause de ce conflit ou même des crises que nous avons, des crises géopolitiques? C'est nous les consommateurs. Parce que quand on regarde depuis des années, quand on voit le prix à la pompe qui n'a pas du tout baissé, qui n'a fait qu'augmenter, aujourd'hui, ceux qui sont pris en otage, ce sont les concitoyens. C'est-à-dire les personnes qui essayent de l'essence, on va dire, où aller travailler. Maintenant, la question que je pose aussi à notre invité, c'est que le fait que entre le conflit russo-ukrainien et bien avant, il y a eu une crise pétrolière, et là maintenant, quel avenir, on va dire, aujourd'hui pour le citoyen que je suis, enfin, qui sera face à la pompe, c'est quoi l'avenir en fait? Philippe Charlet, 50 ans après le premier choc pétrolier, est-ce qu'on peut en vivre un second? Alors je crois qu'il ne faut pas associer le choc pétrolier de 73 à ce qui se passe aujourd'hui. Le choc pétrolier de 73 avait affecté l'ensemble des pays du Golfe. On était dans une période postcoloniale où les pays pétroliers avaient récupéré, on va dire, leur manne pétrolière et voulaient la valoriser beaucoup plus, puisqu'on était encore à des prix extrêmement bas. Et donc, en a résulté non seulement... Alors la guerre du Kippour a été un petit peu un déclencheur de cette hausse qui avait été très forte. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas du tout ramener cette situation au conflit entre Israël et le Hamas, qui pour l'instant se réduit éventuellement à la bande de Gaza. La bande de Gaza ne produit absolument aucun pétrole, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de risque d'installation détruite, mise en danger, etc. Donc effectivement, je ne suis pas pour l'instant, sauf s'il prenait une extension beaucoup plus importante, très inquiet. Alors l'augmentation qui a eu lieu aujourd'hui, elle était attendue. Je le disais hier à mon épouse, demain on va assister à 4 ou 5% de hausse du prix du baril, et on n'y a pas échappé, tout simplement parce que les marchés pétroliers sont toujours extrêmement instables. Ils n'aiment pas de voir une potentielle instabilité arriver, mais si le conflit ne s'étend pas et reste confiné à la bande de Gaza, et que de gros producteurs comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, voire l'Irak ou d'autres pays nord-africains comme l'Algérie ne veulent pas ou disons ne rentrent pas dans un conflit larvé, je pense que ça n'aura pas un impact trop important sur les prix du pétrole. Les quotas imposés par la Russie à l'Arabie Saoudite ont beaucoup plus d'importance, à mon avis, que ce conflit dans son périmètre actuel. Maintenant, si effectivement il s'étendait notamment avec l'Iran est quand même le 3e producteur de gaz mondial et le 4e ou le 5e producteur de pétrole. Donc là, ça pourrait effectivement prendre une autre dimension. Mais enfin, je voudrais rassurer tout le monde, on n'en est absolument pas là aujourd'hui. D'ailleurs, l'effet sur la bourse a été relativement assez mineur. On n'a pas assisté à un effondrement boursier du CAC 40. Donc, je ne vois pas nécessairement le pétrole fortement augmenter. Les 5% d'aujourd'hui pourraient très bien se régulariser dans les quelques jours qui viennent, suivant la durée de ce conflit. Voilà. Mais est-ce qu'on peut quand même être à un moment donné à la merci de l'Iran, et dans quelles conditions? Alors, du gaz, non, parce que l'Iran ne fournit pas de gaz. Ne fournit pas de gaz à l'Europe, n'en fournit pas non plus à Israël. Israël est d'ailleurs devenu un important producteur de gaz suite à la découverte de très importants gisements au large d'Israël. Des gisements d'ailleurs qui se continuent sur le Liban, voire la Turquie, Chypre et également en Égypte, qui sont devenus des
très grands producteurs. D'ailleurs, Israël commence à fournir du gaz à l'Arabie Saoudite, ce qui paraît assez étonnant, mais c'est comme ça. En ce qui concerne le pétrole, alors effectivement, si l'Iran rentrait vraiment dans le conflit avec que les États-Unis intervenaient en Iran et bombardaient les installations pétrolières iraniennes, à ce moment-là, oui, ça pourrait affecter les équilibres pétroliers mondiaux. Mais enfin, encore une fois, on n'en est pas là. Donc, beaucoup plus d'effets sur le plan du pétrole que sur le plan du gaz. Philippe Charlet, vous êtes très aimable de nous donner les informations que vous aviez d'abord réservées à votre épouse. C'est gentil. Mais plus sérieusement, est-ce qu'à votre avis, ces pays intègrent l'idée qu'ils vont créer des problèmes d'énergie lorsqu'ils entrent en conflit? Est-ce que ça devient une donnée absolument capitale dans ces luttes entre les États? Vous savez, la majorité des pays du Golfe, l'Iran y compris, vivent essentiellement de revenus pétroliers et gaziers. D'ailleurs, j'entendais hier, et là c'est pas ma spécialité, mais que le Hamas étant fortement financé par l'Iran et donc financé par le pétrole et par le gaz iranien. L'Arabie Saoudite vit essentiellement du gaz et du pétrole, pareil pour les Émirats. Je vous ai dit que c'était le cas aujourd'hui aussi pour l'Égypte. Donc, tous ces pays n'ont pas fondamentalement intérêt à se jeter dans la gueule du loup. Alors, de façon assez, communicative, ils vont effectivement ne pas approuver l'intervention d'Israël et se mettre probablement, ou disons ne pas réagir et se mettre du côté des Palestiniens, mais ça s'arrêtera là. Je crois que pour tous ces pays, la rente pétrolière est beaucoup plus importante que la cause palestinienne. Martin. Est-ce que vous m'autorisez une question complètement stupide? Je la pose. Non. Ça, c'est moi, normalement. Il n'y a pas de question stupide. Non, est-ce que, à votre avis, la Russie va s'exprimer, va intervenir sur ce paysage qui est en train de se redessiner et sur ce conflit qui vient de rééclater? À mon avis, la Russie, alors là, ça devient plus de la géopolitique qu'un problème énergétique. Donc, ça sort un petit peu de mon domaine de compétences. Mais disons, cela étant, je pense que la Russie est déjà bien empêtrée dans son conflit ukrainien. Elle cherche des débouchés. Pour son gaz, pour son pétrole, c'est plus facile parce que le pétrole, ça circule très facilement. Sa rente gazière a fortement baissé puisque l'Europe a diminué de plus de moitié alors que c'était le principal débouché. Je ne pense pas, encore une fois, que la Russie a fortement intérêt à rentrer dans ce conflit. On a quand même l'impression que par rapport aux intérêts des uns et des autres, ça restera assez larvé et assez circonscrit. Bon, maintenant, je ne suis pas non plus un devin pour lire mais disons qu'à partir des données qui sont à ma disposition, je ne vois pas trop la Russie se mêler de ce conflit. Très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez paradoxal. Ce sont des États qui se font entre guillemets la guerre, mais on va dire économiquement et énergétiquement, on va dire ils sont liés. Donc chacun a besoin de chacun, et personne n'a un intérêt à ce que, on va dire, ce conflit perdure, parce que derrière, c'est-à-dire que le business va s'écrouler. Il y a des enjeux, et quand on voit qu'effectivement Israël alimente de manière au niveau gaz l'Arabie Saoudite, qui, on va dire, n'est pas très d'accord avec ce pays, c'est quand même un paradoxe, on va dire, à mettre en avant. Mais pour autant, je pense que économiquement, ces pays ont besoin de l'un de l'autre, et aucun n'a intérêt à ce que ça perdure. On est d'accord. Il y avait des études qui avaient été faites et qui montraient en fait que pour l'Arabie Saoudite, qui est un très gros producteur de pétrole mais qui manque de gaz et qui en fait utilise encore beaucoup de pétrole pour fabriquer son électricité et voudrait passer au gaz parce que le pétrole se valorise beaucoup plus facilement que le gaz. Et quand on analyse les voisins et les fournisseurs de gaz possibles, Israël était finalement le fournisseur de gaz le plus fréquentable, puisque l'autre c'était l'Iran, et en fait il y a une détestation bien plus profonde entre les Iraniens et les Saoudiens qu'entre les Saoudiens et les Israéliens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Sachant que les Saoudiens rapidement veulent sortir des énergies fossiles à l'horizon 2034, je crois, chose comme ça.
Oui, alors sortir des énergies fossiles, mais toujours en vendre à l'extérieur. Ça c'est malin. Allez, 0826 300 300 avec Michael qui est avec nous de l'Essonne. Michael, vous vouliez réagir? Oui, ma première impression aurait été moi d'être inquiet en fait sur une envolée des prix. Après avoir écouté votre intervenant qui explique en réalité que business is business et donc les prix ne devraient pas s'envoler outre mesure, ça peut paraître rassurant. Après, d'un autre point de vue, moi en tant que consommateur, le pétrole rentre aussi dans la confection d'autres produits. Je me dis, est-ce qu'on va pas nous prendre excuse de la guerre en Israël pour rajouter une couche d'inflation en fait, pour augmenter les marges et ce qui est pas rassurant également, c'est que nos politiques en fait sont des gens, nos politiques actuellement au pouvoir me semblent être un peu bornés en fait. Et quand on leur offre parfois des solutions, parce que c'est des solutions qui ne viennent pas de chez eux ou autres, ils les rejettent d'un revers de main en fait. Donc c'est voilà, on peut se dire que le discours de votre intervenant est rassurant. Cependant, voilà. Est-ce que l'excuse de la guerre ne servirait pas quoi? Philippe Charlez, aujourd'hui, forcément, quand on voit le prix à la pompe, on a raison, et quand on a des problèmes d'inflation, de se poser des questions, de dire est-ce qu'on va pas de nouveau se servir de ça pour, en tout cas, faire en sorte que le prix de l'essence ne baisse pas, en tout cas, même s'il n'augmente pas, ne baisse pas. Alors, d'abord pour répondre à l'auditeur, effectivement, le pétrole, il n'est pas utilisé comme énergie, c'est quand même et le gaz aussi. Ce sont les produits de base de la fabrication, donc en pétrochimie, des matières plastiques. On ne le brûle pas, mais on l'utilise chimiquement. Donc, une augmentation du prix du pétrole a toujours un impact sur l'augmentation du plastique, et le plastique, il est partout autour de nous. Donc ça, il a tout à fait raison de ce côté-là. Je voudrais, c'est un petit peu temporiser le fait qu'on considère toujours le pétrole et le litre d'essence comme exorbitant. En fait, quand on regarde l'évolution du prix du pétrole depuis le début des années 60, c'est une étude que j'ai publiée sur le site de l'Institut Sapiens, si ça vous intéresse, on remarque que le prix du pétrole a été multiplié par 11 depuis les années 60, le prix du pain par 20, le prix du logement par 20 et le SMIC a été multiplié par 40. Ce qui veut dire que, en fait, l'énergie n'est pas aussi chère qu'on le croit. Alors on le ressent tout simplement parce qu'on a un accès direct et un effet direct avec l'énergie, c'est-à-dire que quand vous achetez des pâtes, c'est noyé dans un caddie de la ménagère, et finalement, même si l'augmentation était de 50%, vous la ressentez moins, alors que quand vous arrivez à la pompe et que le prix a augmenté de 5 ou 6%, vous le prenez tout de suite dans la figure et vous le ressentez tout de suite. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport à l'énergie qui est très différent du rapport à d'autres matières qui peuvent être complètement noyées dans d'autres produits. C'est valable aussi pour les métaux. Cela étant, bon, le prix de l'énergie reste effectivement élevé et pèse beaucoup. Faut-il ou pas continuer à subventionner le prix du pétrole? C'est un sujet difficile, parce que d'un autre côté, on veut essayer de réduire la consommation pour des questions climatiques. C'est pas en réduisant les prix qu'on va réduire la consommation. Donc moi, en tant qu'énergéticien, je suis plutôt pour les prix vrais, mais je me mets à la place du citoyen et du politique qui n'a pas nécessairement la même réaction. Philippe Charlez, en 20 secondes, le prix du pétrole est toujours aligné du gaz, est toujours aligné sur le prix du pétrole ou pas?
Non, aujourd'hui, ça a été le cas pendant très longtemps, puisque les contrats long terme, comme vous le dites, indexaient le prix du gaz sur le prix du pétrole. Mais depuis 4-5 ans, il y a une décorrélation assez forte entre les prix du gaz et les prix du pétrole. On n'est plus sur un marché spot que sur des contrats long terme. C'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Philippe Charlez. Merci beaucoup, expert en questions énergétiques de l'Institut Sapiens. Merci à nos vraies voix du jour. Merci beaucoup, Philippe Bilger, d'avoir été avec nous. À demain. Bonsoir absolument. Merci Pierre-Yves Martin, consultant. À demain aussi, parce que vous allez certainement nous écouter. Abdoulaye Kanté, merci beaucoup, policier et policier enfant de la République, publié chez Fayard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on continue dans quelques instants. On va revenir sur la citoyenneté. On va vous parler d'associations qui s'engagent sur le terrain avec le G500, ce sommet citoyen. Aurélie Gros et Stéphane Paulet seront avec nous dans quelques instants. À tout de suite.